Merci d'être présent à ce webinaire dédié effectivement à l'accessibilité numérique que nous avons le plaisir d'organiser aujourd'hui pour le compte de la coordination du handicap Grand Est. Donc, Philippe Kreiner étant sur une autre action avec Monsieur Guénaud cet après-midi, n'a pu être présent. Sachez qu'il le regrette profondément, mais on ne peut pas se démultiplier. Donc, c'est moi qui vais représenter la coordination aujourd'hui. On est là pour 1h30 ensemble. Euh, c'est consacré à des solutions vraiment simples, opérationnelles, pour que vous puissiez accompagner les personnes en situation de handicap et notamment sur les troubles spécifiques des apprentissages. Sur le volet lecture et écriture aujourd'hui, où effectivement nous accueillons Monsieur Philippe Trottin, ici présent, que vous voyez à l'écran, qui va nous faire découvrir tout ça en pas à pas pour justement qu'on puisse utiliser l'ensemble des outils qui sont à disposition. Donc, vous allez nous montrer comment créer gratuitement un compte Microsoft et accéder effectivement à tous les outils numériques. Et vous allez nous apporter tout ce qui est compensation, en tout cas sur la lecture immersive, sur tout ce qui est facilitateur pour la lecture, tout ce qui est synthèse vocale, vérificateur d'accessibilité aussi quand on crée nos propres documents. Et on a un petit bonus également qui est la saisie vocale et le sous-titrage sous Windows. Donc, vous allez nous montrer tout ça. Et sans plus attendre, je vous laisse la main parce qu'on a un programme très chargé. Et sur chacune des étapes, on fera des petits temps de pause de manière à ce que vous puissiez poser vos questions effectivement, hein. Donc, on va découper votre présentation de manière à laisser aussi cette possibilité dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Merci. Eh ben, un grand merci pour cette introduction. Je vais partager tout de suite mon écran, le temps que ma machine me donne la main pour le faire. Alors, c'est presque le cas. Voilà, je partage mon écran tout de suite. Alors, je vais passer en revue quelques slides, mais en fait, le gros de mon intervention sera de la démonstration, hein. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas simplement vu les outils, mais que vous ayez pu comprendre comment les utiliser, à quoi ils servent. On va essayer d'être dans un mode un peu, entre guillemets, lent, pour justement vous permettre d'avoir suffisamment de temps pour voir où sont les boutons et comment les utiliser. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une action spécifique sur les personnes 10. Alors, on avait mis dyslexiques, mais en fait, ça va au-delà uniquement des personnes dyslexiques. On va couvrir toutes les personnes 10. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Philippe Trottin. Je suis à la fois en charge de la mission handicap de Microsoft France. Donc, je m'occupe des salariés de l'entreprise en situation de handicap. Et je suis aussi le directeur d'accessibilité numérique. Je fais beaucoup de présentations autour de toutes ces thématiques d'inclusion numérique. Si vous avez besoin de me joindre, vous avez mon compte LinkedIn qui est affiché à l'écran. Donc, si vous avez des questions après la session, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et je répondrai aussi aux questions qu'on n'aurait éventuellement pas évoquées dans le cadre de cette présentation d'aujourd'hui. Moi, ça fait à peu près 27 ans la semaine prochaine que je suis chez Microsoft. Je suis aussi engagé dans le milieu associatif, hein, pour aider, par exemple, à travers l'association Arpège, des jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap à trouver leur future voie professionnelle ou leur alternance. Et je pilote aussi au sein d'une association qui est le Manifeste Inclusion, qui contient à la fois des grandes entreprises du secteur privé, mais aussi des organismes du secteur public. Je pilote un groupe impact sur l'accessibilité numérique. Et puis pour être complet, je suis aussi enseignant, notamment à l'Université de Paris-Créteil, où je forme les futurs référents handicap à comprendre un peu toutes les solutions numériques adaptées dont elles ont besoin. Donc aujourd'hui, de façon très volontaire, on ne va pas couvrir l'exhaustivité des solutions, mais vraiment avoir un focus bien particulier sur les quelques solutions qui ont été présentées dans l'introduction. C'est un vrai enjeu, hein, cette accessibilité et les outils qu'on va présenter, à la fois pour travailler, hein, qu'on soit
entreprises, associations, secteur public. On a besoin évidemment de proposer des outils qui vont être inclusifs, notamment pour des personnes 10 qui pourraient, entre guillemets, être invisibles dans nos organisations. Pourquoi je dis ça? Ben, je dis par exemple que moi, je suis dysorthographe. Typiquement, même en étant référent handicap, je ne me suis pas déclaré au sein de mon entreprise. Alors j'en parle volontairement, hein, mais je n'ai pas fait la démarche parce que les outils que j'ai aujourd'hui me suffisent. Et donc, dans la mesure où je n'ai pas besoin d'adaptation complémentaire, bah, je n'ai pas forcément besoin non plus de faire cette déclaration officielle. C'est important aussi pour le travail à domicile. Un certain nombre de personnes peuvent faire du télétravail ou même pour leurs loisirs ont besoin aussi d'utiliser des outils. Et puis c'est aussi vrai pour les jeunes, hein, pour l'école, dans la mesure où on peut être aussi parent hein, d'enfants concernés par des troubles 10 et donc avoir besoin de mieux maîtriser tous les outils qui peuvent exister. Alors si on parle de 10, juste pour poser un peu la terminologie, euh, j'ai repris les grandes formes de 10. Il y a d'autres formes potentielles qui existent également, mais j'ai repris les grandes formes de 10 sur lesquelles on parle, que sont à la fois la dyslexie. Donc dyslexie, c'est vraiment tout ce qui est trouble de la lecture. La dysorthographie, qui est plutôt liée aux troubles de l'orthographe, hein, donc à la capacité à créer des textes sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, avec un style spécifique. Tout ce qui va être la dyscalculie, c'est les troubles des activités numériques. Quand on parle de... Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Quand on parle des troubles des activités numériques, ce n'est pas que ne pas savoir calculer. C'est aussi toute la notion de quantité entre, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ben, c'est des chiffres hein, derrière tout ça. Et donc, ça va être compliqué à évaluer. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes dans la vie quotidienne. On va avoir tout ce qui est lié à la dysgraphie. Alors l'ordinateur peut être une bonne solution de compensation dans ce cadre-là, puisque ce sont tous les troubles de l'écriture, c'est tout ce qui va être lié à de la motricité fine, à former les lettres, tout ce qui va être lié à de la dyspraxie. Donc dyspraxie, c'est des problèmes de coordination de mouvement, de troubles du geste. Donc ça peut poser aussi des problèmes, par exemple, sur l'usage d'une souris, parce qu'on va avoir du mal à coordonner ses mouvements. Donc potentiellement, on peut rencontrer un certain nombre de difficultés à avoir cette possibilité à déplacer une souris sur un écran. Tout ce qui est lié à la dysphasie, donc c'est le trouble du langage oral. Et le dernier, dysexécutif, donc c'est la difficulté à s'adapter, à planifier son activité. Les sujets qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui, ça va être la dyslexie, la dysorthographie, et puis par effet de bord, un certain nombre d'autres problématiques que peuvent rencontrer les autres formes de handicap. Euh, on va parler des solutions numériques inclusives et dans les solutions numériques inclusives, bien entendu, ces solutions peuvent être considérées comme des outils de compensation. Alors, j'ai essayé de lister rapidement les outils qu'on va montrer en termes de démonstration aujourd'hui. Typiquement, quand on va être dans un environnement comme Word, on a besoin de créer des documents de bonne qualité. On a aussi potentiellement besoin de lire ces documents, de lire ces informations. Donc, quels sont les outils qui peuvent exister pour répondre déjà à ces deux sujets-là? Sur la partie Outlook, bah, comment écrire des mails de bonne qualité, répondre à des mails, etc. Tout ce qui est lié à l'environnement Teams, par exemple, pour participer à des réunions, discuter avec d'autres, etc. Quels pourraient être les outils qu'on peut utiliser? On va en voir quelques-uns. Tout ce qui est lié à la création de présentations, de supports, notamment lors de l'organisation de réunions où on a aussi besoin de pouvoir créer ces supports. Et puis, tout ce qui peut être lié à Internet, hein, l'utilisation d'un navigateur comme le navigateur Edge, par exemple, pour faire des recherches, pour lire des informations. Donc, on va aussi regarder des solutions qui sont disponibles ici. Alors, le point de départ, c'est que donc, euh, si vous avez un compte Microsoft gratuit, donc un compte Microsoft gratuit, vous pouvez aller sur le site de MSN, par exemple, pour en créer un. Vous pouvez créer un compte Live, vous pouvez créer un compte Hotmail. Voilà, si vous avez ce type de compte, vous pouvez accéder à travers votre navigateur sur le site office.com. Et donc, quand on accède au site office.com,
on peut utiliser les applications de la suite Office dans votre navigateur. Donc, ça ne nécessite pas de faire une installation en local de ces applications, sachant qu'en plus, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, bah, vous pouvez ne pas avoir les bonnes versions des logiciels et avoir des versions un peu obsolètes de certains logiciels. Donc, quand on a ce type de situation, on peut basculer sur cet environnement office.com qui va permettre d'accéder à sa messagerie, à Word, à Excel, à PowerPoint, etc., etc. Alors, toutes les applications ne sont pas forcément disponibles, mais en tout cas, les principales applications bureautiques sont accessibles. On va regarder d'ailleurs l'interface tout de suite, hein. Donc si j'ouvre mon navigateur, volontairement, je me suis mis dans un environnement où je suis sur mon compte Hotmail. Donc je ne suis pas sur mon compte Microsoft professionnel, je suis sur mon compte Hotmail, juste pour vous montrer effectivement ce contexte-là. Et je vais aller sur le site office.com. Le site office.com va automatiquement basculer vers un lien qui s'appelle M365 Cloud Microsoft. Bon, ok, très bien. Et donc là, vous voyez sur la partie gauche les différentes applications. Et donc, vous pouvez utiliser les applications dans votre navigateur. Donc, si je clique par exemple sur Word, automatiquement, il va lancer dans mon navigateur l'application Word. Et je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur Créer un document. Et donc là, je suis dans cet environnement Word. Donc, évidemment, c'est un peu moins rapide que quand on a installé l'application en local sur son ordinateur, mais en tout cas, ça permet de pouvoir bénéficier de cette application dans n'importe quel contexte, hein, que ce soit sur un ordinateur personnel, que ce soit sur un ordinateur professionnel. Voilà. Et donc là, on retrouve une interface qui est assez similaire à celle qu'on aurait si j'ouvrais mon application Word en local. Je vais ouvrir l'application Microsoft 365 Word en local. On va attendre. Voilà, j'ai cliqué sur Document vierge. Si je prends l'application Word en local et que je la mets un petit peu en dessous pour regarder les différents bandeaux disponibles, on va retrouver le menu Accueil, on va retrouver le menu Insertion, etc., etc., qu'on a directement dans l'application installée localement. Voilà. Donc ça, c'est pour commencer. Donc, je vous invite tous et toutes, si vous pouvez le faire, si vous avez un ordinateur, à lancer office.com de façon à pouvoir, au minimum, accéder à cette interface. Je vais revenir rapidement sur les slides. Donc, on va aborder les cinq chapitres suivants. Le premier chapitre concerne la dictée vocale, donc toutes les solutions qui permettent d'utiliser la voix pour créer du contenu. Dans un deuxième temps, on va parler de lecture à voix haute, donc comment faire pour faire de la lecture à voix haute, qu'on soit dans un document Word, qu'on soit sur Internet, sur une page particulière. On va parler aussi du lecteur immersif, donc c'est un outil qui permet de lire de l'information et vous allez voir, on peut adapter évidemment l'affichage pour faciliter la lecture, notamment pour des personnes dyslexiques. On va parler un peu de sous-titrage, donc tout ce qui va être réunion, donc que ça soit en présentiel avec par exemple du sous-titrage dans PowerPoint, que ça soit ce qu'on appelle du sous-titrage en direct intégré à Windows 11, ou alors du sous-titrage dans l'environnement Teams. Et puis la dernière partie ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on peut créer des contenus accessibles. Donc là, c'est pas plutôt la personne dyslexique qui va créer ces contenus, c'est tout un chacun. On crée des mails, on crée des présentations, on crée des documents. Comment faire pour que ces différentes solutions puissent être accessibles à tout le monde? Et on va découvrir l'assistant d'accessibilité pour répondre à cet objectif. Alors, on va tout de suite commencer par les solutions de dictée vocale et on va en voir un certain nombre. Je vais commencer par la dictée vocale qui est intégrée à Windows. Alors, la dictée vocale qui est intégrée à Windows, sur votre ordinateur, si vous utilisez la combinaison de touches Windows U, donc la touche Windows enfoncée, vous appuyez sur la lettre U, vous avez un écran qui apparaît, et cet écran, en fait, contient tout un tas de fonctionnalités d'accessibilité,
qui sont classés sous forme de vision, audition et interaction. Donc l'objet d'aujourd'hui, évidemment, c'est pas de les regarder toutes, mais si vous avez besoin ou envie d'aller découvrir toutes les fonctionnalités qui permettent finalement de faciliter l'usage pour différentes formes de handicap, vous pouvez aller regarder en fait ce qui arrive sur cet écran-là. Donc je le rappelle, c'est la combinaison Windows U. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie vocale, hein, puisqu'on parlait de saisie vocale, de dictée vocale. Donc, je vais aller dans Voix. Et vous avez ici ce qui s'appelle saisie vocale. Donc, la saisie vocale, pour l'activer, il faut utiliser la combinaison de touches Windows H. Alors, attention, là, je le présente. Il est possible que dans certains contextes, certaines organisations bloquent l'utilisation de la saisie vocale sur l'ordinateur. Alors, c'est un peu dommage parce que cette saisie vocale, en plus, se passe localement sur l'ordinateur, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Alors, sauf la toute première fois quand vous l'activez, vous devez avoir une connexion Internet, mais ensuite, ça va fonctionner sans Internet. Alors, à quoi ça correspond? Je vais, pour faire une démonstration, ouvrir par exemple mon bloc-notes, donc une application de saisie, hein, peu importe laquelle, et donc je vais utiliser la combinaison de touches Windows H. Donc là, vous voyez, j'ai un petit son qui est arrivé, un petit bip qui me prévient que la saisie vocale est activée. Et puis j'ai cette petite fenêtre qui est apparue dans laquelle je vois le bouton bleu qui clignote. Donc ça veut dire que je suis en train de faire ma dictée vocale. C'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, hein. Donc je suis en train de faire cette dictée vocale. Et donc, je vais pouvoir désactiver cette dictée vocale, soit en cliquant sur le bouton bleu qui clignote, soit en réactivant la combinaison de touches Windows H. Donc là, j'ai refait Windows H et ça a interrompu la dictée. Donc Windows H pour démarrer, Windows H pour arrêter. Donc c'est très simple à manipuler. Et donc, je vais pouvoir utiliser ma voix dans n'importe quelle application. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Si je vais, par exemple, sur mon navigateur, si je mets mon pointeur de souris dans la barre qui est ici, si je fais Windows H, Handipact, alors il n'a pas mis Handy comme il faut, ça c'est le problème de la voix. Si je tape par exemple, je sais pas, Microsoft France, là, je vais avoir ce que je viens de dire, qui est Microsoft France. Alors, c'est l'inconvénient quand on donne des mots comme ça, c'est qu'évidemment, si la phonétique n'est pas comprise, bah, la saisie vocale ne fonctionnera pas. Voilà. Alors que si on dit des phrases, entre guillemets, ça fonctionnera bien mieux. Donc, cette saisie vocale, quand vous êtes au niveau de cette interface, vous avez ici une petite roue dentée qui vous permet en fait de mettre quelques paramètres en place, notamment ce paramètre de ponctuation automatique, ce qui fait que là, par exemple, j'ai pas eu à dicter les virgules, les points, les majuscules. Il l'a fait tout seul par rapport à l'intonation, donc par rapport à ma prononciation. Il a été capable automatiquement de rajouter la ponctuation nécessaire. Si on ne souhaite pas la voir, on peut la désactiver. Et dans ces conditions, il va falloir la dicter. Donc il va falloir lire la phrase et puis dire point à la fin. Et après, il fera le travail tout seul. Mais il va falloir dicter les points, dicter les virgules. Donc le mode ponctuation automatique est bien entendu beaucoup plus facile à utiliser que si on désactive cette ponctuation. On a un deuxième filtre qui est en dessous, qui s'appelle filtre sur le langage inadapté. Alors le langage inadapté, hein, ça va être des mots qui sont considérés comme choquants, hein. Ça peut être une injure, ça peut être voilà, des mots par un vocabulaire très sexualisé, ça va être des choses comme ça. Dans ces conditions, dès que je vais prononcer le mot, automatiquement, il va remplacer le mot par des petites étoiles pour éviter que ces mots, entre guillemets, n'apparaissent dans le texte. Ça peut évidemment être désactivé si on le souhaite, ou le laisser activer en fonction de vos préférences. Donc ça, c'est la première partie que je voulais citer parce que c'est quand même pratique, on peut l'utiliser dans n'importe quelle application et ça peut permettre évidemment de faciliter l'écriture, notamment si j'avais moi à taper ce texte avec mon clavier,
de par ma dysorthographie, j'aurais eu probablement un certain nombre d'erreurs sur les mots, sur l'orthographe, sur la création des phrases, alors qu'avec cette saisie vocale, ça sera beaucoup plus facile. Je vais fermer ça. On va aller regarder maintenant ce que l'on peut faire au niveau de Word. Alors, je vais repartir sur le site office.com que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, je vais rentrer dans Word. J'avais dû fermer la fenêtre tout à l'heure, ou alors je l'avais maintenue. Euh, Attendez, j'en avais peut-être déjà une d'ouverte. Je vais fermer toute cette partie-là. Voilà. Donc, je suis... Oh, j'en ai deux d'ouvertes. Hop, voilà. Donc, j'ai mon interface donc office.com. Je vais aller cliquer sur le lien Word. On va le laisser faire. Je vais créer un nouveau document. Donc, ça me permet de créer un document vide. Je vais attendre que la page se charge, hein, et met un petit peu de temps avant de me donner la main. Donc, à partir du moment où on voit le bandeau en bas qui apparaît, c'est qu'il a fini de charger la page. Donc, on va attendre encore une petite seconde. Voilà, donc le bandeau est apparu, ça veut dire qu'il a fini. Donc là, je vais augmenter un peu le niveau de zoom pour que vous puissiez bien voir. Et donc ici, j'ai un bouton dictée vocale. Donc si je clique dessus, là, j'ai lancé la dictée vocale sur cet environnement Word. Donc là encore, je vais pouvoir utiliser ma voix pour saisir du texte. Donc ça, c'est extrêmement aussi intéressant. Et il y a une petite différence entre la dictée vocale et la saisie vocale. La dictée vocale me permet de voir au fur et à mesure tout ce que j'ai prononcé, là où la saisie vocale me donne le début des phrases, met des petits points et ensuite me dit la fin. Et donc c'est uniquement lorsque je vais faire une pause vocale ou que je vais arrêter la saisie que tout le texte va apparaître. Alors que là, vous voyez, le texte qui n'est pas encore validé par l'intelligence artificielle reste en gris. Celui qui ne bougera pas est déjà en noir et vous allez voir au fur et à mesure le texte qui est en noir au-dessus, il va le passer, le texte qui est en gris au-dessus, il va le passer en noir en rajoutant la ponctuation éventuellement. De la même façon que pour la saisie vocale, vous avez aussi une petite roue dentée ici avec des paramètres. Alors dans les paramètres, le premier paramètre c'est la langue, hein, parce que là je fais de la dictée vocale en français, mais imaginons que je sois en train de créer un document dans une autre langue. Il ne faut pas que j'oublie de choisir la langue que j'utilise pour faire cette dictée vocale. Si je dispose de plusieurs micros sur mon ordinateur, je peux choisir le micro que je souhaite utiliser. Donc, on peut avoir un micro spécifique si on veut pour faire cette dictée. Et puis, j'ai les mêmes paramètres que ceux que l'on a vus dans la saisie vocale, que sont le premier sur la ponctuation automatique et le deuxième sur les expressions sensibles, donc le vocabulaire inadapté. Voilà. Donc, on a fait un peu de saisie vocale, on a fait un peu de dictée vocale. Alors, on peut se dire, dans un contexte dans lequel on fait de la dictée ou de la saisie vocale, si on est concentré et qu'on prononce les phrases telles que attendues, donc telles qu'on aurait pu les taper soi-même avec son clavier, dans ces conditions, ça marche plutôt bien. Et on va dire que on a une bonne reconnaissance de la voix des utilisateurs. Alors attention, on peut avoir certains utilisateurs qui ont peut-être aussi des problèmes de surdité et qui ont du mal à prononcer les mots, hein. On peut avoir des gens qui sont sourds de naissance, mais qui sont quand même dyslexiques, ou pardon, dysorthographes, et donc pour lesquels la création d'un texte peut s'avérer plus compliquée parce que la reconnaissance de la voix ne va pas être de bonne qualité et donc ils ne pourront probablement pas utiliser ces dictées vocales. Mais en tout cas, pour la majorité des utilisateurs, ils vont pouvoir utiliser leur voix. Alors, petit inconvénient, c'est quand on utilise de la dictée ou de la saisie, ben en fait, le texte qui apparaît ici, là, on a vu, j'étais en train de vous faire une démonstration. J'étais pas en train de vraiment de faire de la dictée vocale. Donc, le texte tel qu'il apparaît est pas forcément toujours satisfaisant. Et on peut se dire, bon, j'aurais été plus rapide si j'avais utilisé mon clavier. Alors oui, si ce n'est que je vais simplement sélectionner le texte qui a été ici dicté. Je vais simplement le copier. Donc j'ai fait CTRL-C pour copier mon texte.
Et puis, je vais revenir sur l'interface de tout à l'heure. Et là, je suis dans un environnement d'intelligence artificielle, hein, l'équivalent d'un chat GPT. Donc, chez Microsoft, ça s'appelle Copilot. Et pour améliorer mon texte, je vais simplement aller dans cette interface et je vais simplement lui demander de me reformuler le texte que j'ai proposé. Donc, je vais utiliser ma voix pour cela. Donc, je vais utiliser de la saisie vocale. Est-ce que tu peux me proposer 3 versions du texte suivant? Et je vais coller, entre guillemets, le texte que j'avais dicté au préalable. Et donc là, bah, la solution d'intelligence artificielle va analyser le texte que je lui ai donné en paramètres et puis va me proposer 3 versions. Donc une première version avec un style explicatif et clair, une deuxième version avec un style pédagogique et structuré, et puis un troisième avec un style fluide et conversationnel. Alors je vais simplement prendre ce texte que je vais copier et je vais retourner dans Word. Je vais le mettre juste en dessous. Et donc là, vous avez un texte qui est a priori de meilleure qualité, plus structuré, plus facile à lire. Donc forcément, ça sera bien meilleur que ce que j'aurais fait initialement avec uniquement de la dictée ou de la saisie vocale. Donc, je vais juste vérifier. Alors oui, si je suis dans un environnement comme Outlook, alors je vais prendre mon Outlook en local, hein, je pourrais utiliser la version aussi dans le navigateur. Je vais utiliser juste la version en local pour aller un tout petit peu plus vite. On est exactement dans les mêmes conditions que Word, hein. J'ai un bouton dicter ici. Je clique dessus. À partir de là, je vais pouvoir en fait dicter du texte dans mon mail. Donc là, c'est rigoureusement la même fonctionnalité que celle que l'on avait dans Word, hein. On voit ici la fenêtre qui est apparue en bas à droite de l'écran avec le bouton de dictée qui est en bleu, donc ça veut dire que la dictée vocale est lancée. Et puis j'ai mon bouton de paramètres. Alors attention, quand on clique sur le bouton paramètres, ça interrompt la dictée. Et donc là, j'ai exactement les mêmes paramètres que Word, hein. Donc pas de différence entre Outlook et Word sur cette dictée vocale. Donc voilà, je voulais le citer parce que de temps en temps, on se dit, bah oui, mais moi, c'est pas des documents que je fais, c'est plutôt des réponses à des mails. Donc pas de problème, c'est la même dictée qui est utilisée. On a fini cette partie-là. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions dans la conversation de la réunion du jour Tout à sur fait. cette dictée? Oui? Il y a plusieurs questions. Donc, on a un professionnel qui a essayé la saisie vocale, mais il semblerait qu'elle n'est pas disponible sur son ordinateur professionnel. Ouais. Donc, Donc, peut-être en raccourci, mais également grisé, peut-être le micro est peut-être grisé, certainement. alors, il y a 2 situations. Il y a des situations dans lesquelles la saisie vocale n'est pas désactivée par l'administrateur de l'environnement, mais qui n'a jamais été installée, c'est-à-dire le micro qui est sur l'ordinateur n'a pas été configuré correctement. Ça peut être une situation qui arrive. La deuxième situation, celle qui est la plus fréquente, c'est que l'administrateur de l'environnement de l'ordinateur, il est normalement sur un compte de votre organisation. Il est possible que la personne qui administre l'informatique dans votre structure et désactiver cette saisie vocale. Donc, de temps en temps, ça peut être intéressant, ne serait-ce que de remonter l'information, sachant que c'est assez étonnant d'un côté d'autoriser la dictée vocale dans Word, mais de limiter la saisie vocale dans Windows, parce que la saisie vocale, elle s'exécute en local sur l'ordinateur, alors que la dictée vocale utilise le cloud, donc pour accéder à des services externes de l'organisation. Donc ça devrait être l'inverse, on devrait pouvoir autoriser la saisie et éventuellement, pour des raisons de sécurité, avoir envie de désactiver la dictée. Mais dans ce sens-là, c'est assez incohérent, on va dire. Et j'en Donc, profite pour ouais, rebondir sur ce que vous disiez entre saisie vocale et dictée vocale. Quelqu'un aimerait davantage de précision parce que oui. Alors, la- alors, la saisie vocale, c'est une fonctionnalité qui est une fonctionnalité de Windows. Elle fonctionne à la fois dans Windows 10 et dans Windows 11. La dictée vocale, c'est ce qu'on a dans Office. Donc Office, ça va être Word, Outlook, Excel, enfin toutes les applications bureautiques, on va dire.
Alors, la vraie différence, on a vu la dictée vocale, je vais recommencer juste de faire de la saisie vocale. La saisie vocale, vous pouvez aussi l'utiliser dans Word, hein. Si votre dictée vocale est désactivée dans Word, vous pouvez utiliser de la saisie. Là, si je fais Windows H, donc là, je vais commencer par exemple à faire de la saisie vocale et vous allez voir très vite, il y a trois petits points qui vont apparaître là au milieu de l'écran. Et donc, on voit le début de la saisie vocale et puis on voit ce que je suis en train de dire actuellement qui apparaît en fin de phrase. Si j'arrête de parler, là, tout le texte apparaît. Et donc, il continue évidemment à faire cette saisie vocale. Donc, à un moment donné, je vais avoir trois petits points qui vont apparaître, etc., etc. Alors, pourquoi ce phénomène? Parce qu'en définitive, le rôle de la saisie vocale, souvent, c'était de pouvoir envoyer des petites commandes à la voix à Windows. Mais on peut le détourner pour faire de la dictée. Ça fonctionne très bien, on le voit, hein, ce que j'ai dicté fonctionne bien et est correctement orthographié. Donc, la vraie différence, c'est que si je fais la même chose avec la dictée vocale, donc là, je vais faire de la dictée vocale et vous allez voir, en fait, tout ce que je suis en train de dire va être affiché à l'écran. La petite différence, c'est que le texte, pour le moment, apparaît en noir parce que la ponctuation n'a pas encore été positionnée et il est encore en train de corriger le début de la phrase. Et à un moment donné, ce texte va passer en noir. Ça veut dire que l'intelligence artificielle a regardé le texte, a rajouté des points, a rajouté de la ponctuation. Donc là, on voit, le texte est passé en noir. Et donc, il a corrigé en rajoutant les majuscules, en rajoutant les points, les virgules, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'au début, il est grisé. Mais le gros avantage de la dictée, c'est qu'on voit vraiment au fur et à mesure tout ce qui a été dicté. Alors que la saisie vocale, on voit le début des phrases, trois petits points et la fin de ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est vraiment la différence entre les deux. Euh, Si on est en dehors des applications Office, la saisie vocale va fonctionner, alors que si on est en train de rédiger un document ou une présentation ou travailler dans Excel, dans ces conditions, il est préférable d'utiliser la dictée vocale intégrée. Voilà. C'est ça la vraie différence entre les deux. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait, merci. Et il y en a d'autres, notamment quand on utilise un clavier pour déficience Ouais. visuelle, il n'y a pas forcément les mêmes touches. Et est-ce qu'il existe un raccourci Alors, autre? oui, alors le raccourci, il va être lié en fait à l'interface, enfin à tous les raccourcis qu'on peut avoir euh, dans l'environnement Office. Donc, si je veux par exemple lancer la dictée vocale, alors je vais fermer volontairement l'interface. Là, je suis dans mon document. Si j'utilise la touche Alt, alors c'est, mince, je ne sais plus le raccourci sur la version online. Excusez-moi, je vais revérifier sur la version installée en local. Je vous redonnerai le raccourci online, je ne l'ai plus en tête, parce que moi j'utilise plus facilement évidemment les versions installées localement sur l'ordinateur. Donc là, je suis sur mon Word installé localement. Si j'appuie sur la touche Alt, vous allez voir les petites lettres qui apparaissent au niveau de tous les menus. D'accord? Donc il y a la F pour fichier, L pour accueil, S pour insertion, etc., etc. Donc si je veux lancer la dictée vocale, je sais que la dictée, elle est dans le menu révision. Donc je vais appuyer sur R. Ça me permet d'accéder à l'interface. Alors d'ailleurs, c'était pas dans révision, pardon, c'était sur accueil. Donc je vais recommencer, je vais faire Alt et je vais appuyer sur L pour accueil. Et donc là, je vois en fait le bandeau accueil dans lequel j'ai tous les raccourcis du bandeau. Donc, si je veux, par exemple, lancer la dictée vocale, on le voit ici, il suffit que j'appuie sur D1. Et donc là, ça ouvre le menu de dictée et je peux faire D. Et donc là, j'ai lancé la dictée vocale sans utiliser ma souris et sans cliquer sur les différents icônes. Donc ça, c'est un moyen aussi de lancer la dictée. Il y a plus simple. Je suis là encore sur mon interface et en haut de mon écran, j'ai ici une barre de recherche. Pour accéder à la barre de recherche, je vais utiliser la combinaison de touches Alt plus Q. Donc si je fais Alt Q, donc je suis dans cette zone de recherche. Si je tape dictée, donc les premiers mots, hein, DICT par exemple, avec la flèche vers le bas, je peux accéder, en fait au menu et je vais pouvoir lancer comme ça la dictée vocale directement dans le menu. Donc je peux très bien avec Alt Q accéder à toutes les fonctionnalités
qui existent dans la barre, dans la barre de menu en fait des applications. Merci. On a une personne qui utilise un ordinateur Apple. Je pense qu'il y a Oui. des particularités. Alors, sur la partie Office Online, on aura la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis dans le navigateur, j'ai a priori la même application. Par contre, oui, sur une installation locale, ça va être différent. Et sur Apple, alors, la saisie vocale, elle fonctionne dans Windows. Sur Apple, je pense qu'Apple fournit un équivalent de la saisie vocale. Mais alors, je vous avouerai que j'ai pas de machine Apple, donc je peux pas vous le dire. En tout cas, la dictée vocale qui est présente dans la suite Office sera la même et fonctionnera de la même façon. Mais effectivement, vous n'aurez pas la saisie vocale dans ces conditions. Merci. Autre question, est-ce que l'utilisation de la dictée vocale, il y a une forme d'apprentissage et est-ce que la dictée se perfectionne? Non, enfin, elle se perfectionne, mais c'est pas vous, en tant qu'utilisateur, qui pouvez la perfectionner. C'est évidemment, elle évolue par l'apprentissage de l'IA qui est fait par Microsoft. Donc, Microsoft continue à faire évoluer la qualité de la dictée. Donc, de mois en mois, on a un vocabulaire qui est beaucoup plus riche et puis une prise en compte aussi de certains accents qui peut être meilleur. Donc, voilà, ça évolue, mais c'est pas vos données qui permettent de l'améliorer. Si vous voulez être dans un système de dictée vocale dans lequel vous pouvez avoir un certain apprentissage, il faut partir sur des solutions comme Dragon. Donc, on a racheté en fait la société Nuance qui édite Dragon Naturally Speaking. Et donc là, Dragon peut être installé sur un environnement interne à l'organisation. On n'a plus besoin du cloud, on n'a plus besoin d'être sur Internet. Et donc, dans ces conditions, on peut faire aussi de la dictée vocale professionnelle. Et là, évidemment, c'est un outil qui est vraiment fait pour faire de la dictée vocale pour des gens qui seraient vraiment empêchés. Mais c'est plus enfin, c'est pas forcément pour des formes de 10 entre guillemets légères, hein. C'est plutôt pour des gens qui ont même du mal à manipuler leur clavier, par exemple, et qui ont besoin de ce type de solution de dictée professionnelle. Merci. Alors, quand on utilise LibreOffice, on a accès effectivement aux mêmes fonctionnalités? Ouais. Oui, oui, je pense que sur LibreOffice, alors moi je présente évidemment les solutions de Microsoft, donc je ne peux pas forcément comparer toujours avec les solutions qui peuvent être proposées par LibreOffice, mais a priori, oui, il y a ce type de fonctionnalité évidemment dans LibreOffice, et même si vous utilisez LibreOffice sur votre ordinateur, vous pouvez très bien utiliser la saisie vocale si elle est accessible, hein. Le Windows H sur votre ordinateur et dans votre environnement LibreOffice va aussi fonctionner, hein. Merci. Je pense qu'on arrive au terme des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport justement à cette première partie? Bon, le raccourci clavier pour les personnes avec un clavier spécifique, effectivement, pas très pratique. Voilà, c'est ce que la personne nous indique, que le La chemin barre est de plus long, recherche? le chemin d'accès est plus long. Oui, la barre de recherche, oui, mais elle permet d'accéder à tout, en fait. Alors, je pense que si on regarde un peu, mon alternante avait travaillé dans les derniers posts que j'ai fait sur LinkedIn. Si vous y accédez, il y a une publication qui a été faite la semaine dernière qui contient, alors attendez, je vais vous montrer ça, qui contient en fait tout un tas de raccourcis. Donc, je pense qu'elle a dû travailler dessus. Excusez-moi, je vais retrouver mes posts. Voilà, c'est ici. Je vais juste vérifier parce qu'on a créé un document spécifique avec tous les raccourcis clavier qu'on pourra vous communiquer, évidemment. Hop, c'est un petit peu plus bas. Voilà, c'est ici. Donc là, on a une fiche pratique en fait avec tous les raccourcis clavier qui peuvent exister. Donc cette fiche-là, on pourra éventuellement vous la communiquer si nécessaire. Euh, ouais, Super. Et voilà. effectivement, il y a une personne qui est intervenue dans le chat et qui dit qu'il est possible de modifier les raccourcis du Windows plus H par une autre combinaison pour les claviers spécifiques. Ah Donc, il oui, on faudrait peut dans les peut-être claviers, creuser ouais.
En fait, dans les claviers spécifiques, souvent, il y a une interface de paramétrage des touches du clavier. Et donc, oui, dans ces conditions-là, on peut paramétrer les touches du clavier en faisant un peu ce qu'on veut. Oui, il y a effectivement cette possibilité qui m'avait échappé. Oui, oui, tout à fait. Ça pourrait être intéressant de revoir avec les ergothérapeutes, justement, pour pouvoir reparamétrer ce clavier, certainement. Oui. Et on a encore une question qui est arrivée. Quelle version pour avoir la dictée vocale intégrée dans Office? À Et partir si elle n'est pas, d'Office 2019, normalement, on peut avoir de la dictée vocale intégrée. Voilà. il y aurait un commentaire ici, elle n'existe pas avec la version Pro Plus 2021. C'est étonnant. Euh, alors, il peut y avoir une règle hein, aussi de paramétrage de l'organisation dans laquelle vous êtes qui limite, mais je suis étonné que dans la version 2021, ça n'existe pas. Vous avez, de toute façon, vous avez toujours la saisie vocale pour vous en sortir, mais je suis quand même étonné de ça. Après, vous pouvez utiliser évidemment les versions online hein, qu'on vient de voir Oui. aujourd'hui. Hein. C'était bien l'objectif de vous montrer aussi, au pire, vous pouvez très bien rentrer dans la version online, faire votre dictée et puis faire un copier-coller du résultat dans votre installation locale de Office. Hein. C'est aussi un moyen. Il y avait une question, est-ce que l'outil conversation est disponible en version gratuite? En vrai, je comprends pas L'outil trop. conversation, là, je vois pas trop non plus. Moi non plus, ouais. Au départ, elle parlait de copilote et ensuite de conversation. Donc, Ah! je sais pas si vous pouvez. Oui, 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 pardon, c'est ce qui peut-être. s'appelle, oui, oui, la conversion, la partie conversation qui est là. La partie conversation qui est là est gratuite. Enfin, c'est l'équivalent de la version professionnelle en fait que l'on va avoir dans un chat GPT. Donc cette partie-là est complètement gratuite. Ce qui est payant au niveau des outils Copilot, c'est l'intégration de Copilot à l'intérieur des fonctionnalités de l'application. Exemple, je suis ici, j'ai un petit bouton Copilot ici qui par exemple me permet de créer une présentation en partant d'un fichier PDF par exemple. Ça nécessite une licence. Mais la partie Copilot Chat, hein, ce que l'on voit ici, nouvelle conversation par exemple ici, c'est complètement gratuit. Oui. Merci. On arrive au terme des questions, en tout cas pour cette partie-là. Je vais vous inviter à poursuivre. Oui, alors on va parler de la lecture à voix haute. Alors ça sera un peu plus rapide sur la lecture à voix haute. Je vais simplement repartir dans la version de Word dans laquelle j'avais, j'avais fait ma dictée vocale. Je vais retirer la version voilà, qui n'est pas propre. Et puis, je vais aller enlever les commentaires que j'avais rajoutés pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en était, juste pour qu'on ait le texte. Hein. Hop, je vais retirer cette partie-là. Donc, quand on est sur l'interface de Word, on a dans le menu Révision, on a la possibilité en fait d'accéder. Alors attendez, je dis peut-être une bêtise. Sur l'interface online, elle n'est pas là. Alors, je vais juste faire un petit test. Je vais juste faire lecture, mode lecture, voilà, c'est ça. Donc, en fait, quand on est dans cette interface online, vous pouvez utiliser le mode lecture. Donc là, j'ai fait Alt-Q et j'ai tapé lecture. Et donc, le mode lecture va vous permettre, en fait, de rentrer dans un environnement dans lequel vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités, notamment, alors j'aurais pu ouvrir directement le lecteur immersif, mais notamment le lecteur immersif le lecteur immersif, qui est un outil qui permet de lire du texte. Alors, on va peut-être le voir dans un deuxième temps, mais c'est un outil qui va permettre déjà de faire de la lecture à voix haute. J'utilise ici la dictée vocale dans Word pour saisir. Voilà. On reverra le lecteur immersif après. Quand on est sur une version installée localement sur l'ordinateur, c'est bien dans le menu révision qu'on a un bouton lecture à voix haute. Et donc là j'ai lancé la dictée vocale sans utiliser ma souris et sans cliquer sur les différents icônes, donc ça c'est un moyen aussi de lancer la dictée. Voilà. Donc, dans cette version installée localement, j'ai cette possibilité. Dans la version online, je vais passer en fait par le lecteur immersif pour faire de la lecture à voix haute. Voilà. Hop, je vais revenir
sur la version de base qui est ici. Voilà. On avait dans la partie lecture aussi envisagé la lecture d'une page sur Internet. Donc, je vais aller simplement ouvrir Internet et je vais aller sur MSN pour trouver un article, peu importe l'article sur lequel on est. Donc, je vais aller choisir un article. Voilà, par exemple, le Nobel de la paix. Donc là, j'ai un article ici et vous vous apercevez que sur la barre HTTPS qui est ici, j'ai ici trois petits points qui sont arrivés dans lesquels je peux accéder à de la lecture à voix haute. Alors ils indiquent le raccourci clavier, contrôle mise à jour, majuscule U, ou le lecteur immersif, ce lecteur immersif qui va me permettre aussi de faire de la lecture à voix haute. Je vais rentrer dans un environnement de lecture et j'ai un bouton lire à voix haute. Nobel de la paix, la lauréate Maria Corina Machado remercie ceux qui ont risqué leur vie pour qu'elle arrive à Oslo. Voilà. Donc vous avez, alors on aurait pu ne pas être dans le lecteur immersif et simplement aller dans le menu ici et lancer la lecture à voix haute. On va attendre qu'elle se lance. Voilà, on voit le bandeau qui est arrivé. Régresser. Découvrir. Actualité. Politique. Donc là, il est en train de lire les menus, puisqu'on est sur une page avec des menus. Si j'étais sur une page avec uniquement du texte, il aurait commencé à lire tout le texte. Donc c'est aussi une fonctionnalité qu'on peut utiliser. Voilà. Donc dans la partie lecture à voix haute, il n'y a pas grand-chose en fait à en dire, si ce n'est un bouton qui va permettre de faire cette lecture à voix haute. On peut quand même, dans le menu lecture à voix haute, on a quand même des paramètres qui permettent de choisir si on veut une voix. Et donc là, j'ai lancé la dictée vocale sans utiliser. On a ici la possibilité de choisir si on veut une voix féminine ou masculine, et puis éventuellement la vitesse de lecture, si on veut la changer, soit l'accélérer, soit la ralentir, en fonction de ses préférences. Voilà. Je pense que sur cette lecture à voix haute, il ne doit pas y avoir de questions particulières. Alors, il n'y a pas de questions particulières. Une interrogation toutefois. Est-ce que on peut utiliser ces différents outils pour extraire, on va dire, d'un PDF un certain nombre de contenus et utiliser un lecteur? Alors, on peut très bien, oui, si je prends, je vais faire le test. Je vais prendre par exemple, sur mon ordinateur, j'ai par exemple, je sais pas, je vais prendre, est-ce que j'ai, je vais aller prendre un PDF. Je crois que j'ai un PDF avec la pièce L'Avare de Molière, comme ça j'ai un petit texte à disposition. Donc là, je suis dans mon PDF, le temps qu'il s'ouvre. Ouais, je sais pas, je vais prendre par exemple une partie du PDF, je vais simplement le copier. Je vais aller dans Word. Donc, je vais prendre la version, je vais prendre la version locale, ce sera plus rapide. J'aurais pu le copier, conserver uniquement le texte, comme ça je garde la structuration. Et là, je peux évidemment lancer ma lecture à voix haute. Valère. Et quoi? Charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre... Ça, c'est lié à mes séparations, parce qu'effectivement, du coup, il utilise la césure qu'il y avait dans le fichier PDF. Mais il va lire effectivement le contenu en fait du PDF. Après, on va voir une autre façon de faire qui sera probablement plus efficace. Mais en tout cas, oui, on peut récupérer le contenu et le faire lire. Après, on a aussi une autre possibilité, c'est de prendre le texte, mais aussi probablement, on peut très bien lui demander, j'ai pas fait le test, on va le tester justement. Est-ce que tu es capable de lire à voix haute le texte suivant? J'ai jamais fait le test, je le fais en live. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Non, il ne peut pas lire le texte à haute voix. Bon, c'était un petit test. Donc, il nous dit effectivement, pour lire le texte, vous pouvez utiliser OneNote, vous pouvez utiliser le narrateur, vous pouvez utiliser le lecteur immersif. Donc, c'est
tout à fait ce qu'on va faire maintenant. On va passer sur le lecteur immersif, hein, qui est finalement l'outil de lecture qui est le plus approprié. Euh, Regardons tout de suite cette partie lecteur immersif. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans le navigateur. Quand je suis dans le navigateur et que dans le bouton ici, je clique sur lecteur immersif, il y a une touche de raccourci, hein, F9. Vous voyez la page. En haut de la page, il y a des publicités. À droite, il y a il y a aussi un peu de publicité. Il y a aussi des boutons de réaction sur la gauche. En fait, quand on lance le lecteur immersif dans le navigateur, il va automatiquement retirer tout ce qui pollue le texte, donc tout ce qui va être publicitaire, tout ce qui va être bouton de réaction, de façon à ne conserver que le texte qui est dans l'interface. Et donc à partir de là, je vais pouvoir à la fois donc faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de la lecture à voix haute. Nobel de la paix, la lauréate Maria. Je vais mettre en pause, puisqu'on a aussi ici des options de voix, donc on va pouvoir choisir les voix qui sont utilisées. Alors attention à bien choisir des voix françaises, hein, si vous lisez un texte en français. Vous en avez plusieurs options, mais n'utilisez pas des voix étrangères, parce que sans ça, ça va pas être forcément de très très bonne qualité. On peut par exemple en changer ici. Allez. Brigitte Online, OK. Je vais relancer la lecture à voix haute. Ah, il met un petit peu de temps avant de se lancer. Ah, ou alors c'est parce que, ah, je sais pourquoi. C'est parce que la voix en question, j'ai pas dû l'installer sur l'ordinateur. Donc en fait, il n'a pas cette voix. Et donc il m'a planté la lecture à voix haute. Donc j'ai une petite correction à faire. Bon, c'est pas très grave. Enfin, vous avez compris le principe, hein, normalement. Quand vous faites lecture à voix haute, vous pouvez lancer la lecture à voix haute dans cet environnement de lecteur immersif. On va relancer l'interface. Je crois qu'il ne me répond plus. On va simplement. Ah oui, c'est le navigateur qui est bloqué. Voilà, je vais juste le fermer. J'ai dû choisir une voie en fait qui n'était pas sur mon ordinateur, d'où ce problème de blocage. J'aurais dû rester sur les voies installées. Et en plus, je savais lesquelles étaient installées. Donc, on revient sur le lecteur. On va fermer la page et on va retourner dans l'article dans lequel on était ou dans un autre, peu importe. Voilà, je repars. Hop. Alors, pour que le lecteur apparaisse, hein, il faut vraiment que la page soit terminée en termes de chargement. Tant qu'elle n'est pas terminée, le lecteur n'apparaît pas. Dès qu'il aura fini de charger la page, le bouton avec le lecteur immersif va apparaître. Ah, donc là, il vient de finir la page, on voit le petit logo MSN qui est apparu et on a le bouton qui apparaît ici avec la lecture à voix haute et le lecteur immersif. Donc, je vais retourner sur le lecteur immersif, lire à voix haute. Ouais, alors définitivement, il y a un blocage. Faudra que je regarde ce qui se passe. Je pense que c'est lié au choix, au choix de voix sur l'ordinateur. Bon, c'est pas très grave. On a aussi dans ce lecteur immersif ce qui s'appelle préférence de texte. Donc, on peut aussi augmenter la taille. Alors, excusez-moi, je vais recharger l'article parce que il l'a pas correctement chargé. Je vais prendre une autre page. Donc voilà. Donc là, j'ai un article. Je vais retourner sur le lecteur immersif. On va attendre qu'il charge le contenu dans la page. Voilà ce qui est fait. OK. Et donc, dans les préférences de texte, j'ai la possibilité d'augmenter la taille des textes ou de la diminuer en fonction de mes préférences. Je vais pouvoir aussi augmenter l'espacement entre les caractères et les lignes, hein, pour faciliter la lecture pour des personnes dyslexiques. Je peux aussi changer, si besoin, la couleur d'affichage, donc le contraste, hein, par exemple, du texte, si nécessaire. Donc ça va vraiment dépendre du paramétrage personnel de l'utilisateur. Et dans les préférences de lecture, j'ai aussi la possibilité d'utiliser un outil de concentration qui va me permettre, avec par exemple la molette de ma souris,
de me déplacer en fait sur du texte. Alors je peux choisir 3 lignes ou 5 lignes, donc qui me permet de me déplacer sur le texte en évitant que le regard quitte cette zone. Donc ça, c'est plutôt pour des gens qui ont des troubles de l'attention. Alors pour certaines formes de dyslexie, ça peut être aussi pertinent de façon à peut-être en se mettant sur 3 lignes pour améliorer finalement la concentration lors de la lecture. Mais bon, voilà, on peut utiliser ça. Et puis un outil de traduction, bon, on va passer à côté de l'outil de traduction. En tout cas, on a tous ces réglages qui sont liés en fait à ce lecteur immersif. On va retourner dans la version online de Word. Donc, je vais fermer ça, je vais retourner sur office.com. Pardon, excusez-moi. Je vais aller dans Word. On va attendre qu'il se charge. On va créer un nouveau document. Voilà, il est en train de charger le document. Je vais aller copier un texte que j'ai dans mon environnement OneNote, histoire de ne pas avoir à redicter. Donc là, par exemple, j'ai un petit texte du Petit Prince. Je vais copier le texte et je vais aller le mettre dans l'environnement Word. Donc je vais enlever le texte du PDF de tout à l'heure et je vais coller simplement. Voilà, c'est un dialogue du Petit Prince. Et donc, si je vais dans le menu Affichage, j'ai aussi ici un bouton lecteur immersif. Donc la version, pardon, lecteur immersif. Ah, excusez-moi, je suis sur la version Word local. Donc dans un Word local, j'ai ici un bouton d'espacement de caractères et de lignes. J'ai un outil de focus comme celui qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur, hein, donc qui me permet soit d'utiliser les boutons, soit d'utiliser la molette de ma souris. Je peux changer la taille, hein, donc 3 lignes, 5 lignes en fonction de mes préférences. J'ai un séparateur syllabique qui sépare les différentes syllabes d'un texte. Et puis j'ai un outil qui permet de changer la couleur d'affichage. Donc ça, c'est le mode lecteur immersif qui est intégré à la version locale. Maintenant, si je vais dans Word, mais cette fois-ci la version online, donc celle qui est accessible gratuitement dans le navigateur, je vais coller ici le texte du Petit Prince. Et le lecteur immersif qui est disponible ici est un peu différent. Vous allez voir, si je vais dans le menu affichage et que je clique sur lecteur immersif, donc le lecteur immersif, il va m'ouvrir. Alors, il n'a pas trouvé le texte, ça c'est étonnant quand même, parce que le texte, je viens de le coller. J'ai l'effet démo aujourd'hui, décidément, j'ai pas de chance. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il n'a pas trouvé. Alors, ce que je vais faire, je vais enregistrer le document et je vais réouvrir l'environnement. Je vais exporter le document. Non, ou alors ce que je vais faire, non, je vais faire plus simple. Je vais prendre le contenu qu'on avait dans le PDF de tout à l'heure. Je vais aller sur la version online de Word. Je vais créer un nouveau document vide. Il est en train de me créer ce nouveau document, en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, je vais coller mon texte. Je vais lancer dans le menu révision, je vais lancer, affichage, je vais lancer le lecteur immersif. J'ai un petit souci avec le lecteur immersif, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vais carrément quitter mon navigateur. Et je vais redémarrer. Et de temps en temps, il est capricieux. Ou alors, c'est parce que j'avais plusieurs versions lancées en même temps. Je recommence. Je vais vraiment fermer le navigateur et puis je vais aussi fermer la version Word installée en local. Voilà. Donc, on est reparti. Je réouvre mon navigateur. Je vais retourner, alors je vais aller dans mon environnement personnel pour que je sois dans les conditions d'un certain nombre des participants d'aujourd'hui. Je vais rouvrir office.com donc pour accéder aux applications.
Voilà, je vais aller dans Word. Allez, je vais créer un document. Voilà, qu'il est en train de finir de charger l'interface de Word. Attendre quelques secondes. Voilà, je vais augmenter un peu la taille. Euh, on va faire un peu de dictée. Donc là, je vais faire un petit peu de dictée en fait pour vous montrer le lecteur immersif. Je pense qu'avec de la dictée vocale, ça devrait fonctionner correctement. Le lecteur immersif, c'est un vrai outil finalement d'adaptation de l'interface pour faciliter la lecture aux utilisateurs. Voilà. Donc là, j'ai arrêté ma dictée vocale et je vais retester dans le menu affichage le lecteur immersif. Voilà, donc là, il a retrouvé le texte. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. L'outil va me permettre à la fois de lire du texte. C'est un peu dicté, donc là j'ai un petit peu de astérisque, 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 astérisque pour vous montrer le lecteur immersif. Je pense qu'avec de... Alors j'aurais pu faire un peu mieux, c'est-à-dire j'aurais pu simplement prendre ce texte et demander à l'intelligence artificielle de me le reformuler. Est-ce que tu peux me reformuler ce texte? Hop, je vais lui coller le texte. Donc exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. Donc il m'a fait une reformulation du texte que je vais copier, que je vais remettre ici. Voilà, ça sera probablement mieux. Et je vais relancer le lecteur immersif. Voilà. Donc là, je vais lancer la dictée, enfin la C'est un peu lecture, dicté, pardon. donc là j'ai un petit peu de pour vous montrer le lecteur immersif. Je pense qu'avec de la dictée vocale, ça devrait fonctionner correctement. On a dans cette interface lecteur immersif, vous avez ici 3 boutons. Le premier bouton va permettre de modifier l'apparence du texte, d'augmenter ou non l'espacement entre les caractères et les lignes, de changer évidemment la couleur d'affichage, hein, on l'a déjà vu tout ça, mais ici vous avez aussi la possibilité par exemple de modifier, enfin de coloriser la grammaire de la phrase, donc le nom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe, donc voilà, vous avez un texte qui du coup bénéficie d'un affichage colorisé de la grammaire, un séparateur syllabique qui est ici. Vous avez ici l'outil de focus, donc on a déjà vu, qui va permettre de pouvoir se déplacer sur le texte. Vous avez un imagier, donc on va voir quand je clique sur un mot, par exemple, j'ai des images qui peuvent apparaître. Alors, ça apparaît pas forcément sur tous les mots, ça va dépendre des mots utilisés. Là, par exemple, lecture, c'est bon. Donc, il y a un certain nombre de mots qui sont évidemment, on va dire, qui disposent d'une image, mais pas tous. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être reprendre un texte qui a un peu un sens, parce que là, ma phrase ne veut pas dire grand-chose. Je vais reprendre le texte du Petit Prince qu'on avait au préalable. Je vais le recopier à nouveau dans mon interface. Voilà. Donc là, si je suis cette fois-ci dans le lecteur avec ce texte, en espérant que ça fonctionne. Ouais, c'est le copier-coller, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas, parce que quand j'ai collé le texte, il ne me reprend pas le texte qui est dans le document. Donc j'ai un petit souci. Je pense que c'est lié à ma configuration. Euh, Ce que l'on a aussi dans cet outil, c'est la possibilité ici, par exemple, de faire une traduction. Donc je peux ici traduire, par exemple, en anglais le texte qui était sur mon document. Donc on voit la traduction en anglais qui est apparue. Et puis j'ai un outil qui s'appelle Pratique de la lecture. Alors l'outil Pratique de la lecture permet de s'entraîner à lire. Donc si j'active Pratique de la lecture, je peux ensuite cliquer sur le micro qui apparaît ici et je vais cliquer sur le bouton Démarrer la lecture.
Il s'agit d'une petite démonstration pour vous présenter le lecteur immersif. Avec la dictée vocale, cela devrait fonctionner correctement. Le lecteur immersif est en réalité un outil qui adapte l'interface afin de faciliter la lecture pour les utilisateurs. Et donc là, il va évaluer ma vitesse de lecture, le temps passé à lire. Alors là, je n'ai pas de mots à retravailler. Euh, pour vous montrer en fait comment ça fonctionne si on a des mots à retravailler, je vais exactement faire la même chose, mais en faisant une lecture en anglais, parce que je sais que ma pratique de la lecture en anglais est un peu moins pertinente que celle en français. Donc on va faire un test. This is a small demonstration to introduce you to the immersive reader. With voice dictation, this should work fine. Je vais l'interrompre. Donc là, évidemment, j'ai des mots à retravailler. Donc il y a des mots que j'ai pas prononcés correctement selon l'outil et je vais pouvoir m'exercer à les lire. Donc les deux mots en question, c'est immersive et dictation. Immersive. Voilà. Et donc, je vais pouvoir m'entraîner à lire les mots que j'aurais mal prononcés. Alors là, je l'ai fait en anglais parce qu'en français, j'avais pas de mots à retravailler. Mais si vous avez un enfant, par exemple, qui a des difficultés de lecture, l'outil va permettre d'améliorer en pratiquant cette lecture. Voilà. Donc, on peut aussi évidemment s'exercer dans une langue étrangère lorsqu'on est en train d'apprendre cette langue étrangère. Est-ce qu'il y a des questions sur le lecteur immersif? J'ai pas de questions en lien avec le lecteur immersif pour l'instant. Est-ce que rien n'arrive pour l'instant? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le lecteur immersif qui existe dans Word est exactement le même que celui qui existe dans OneNote. C'est-à-dire, si je vais sur mon interface qui est ici et que je suis un utilisateur de OneNote, donc si je vais dans les applications, je vais retomber sur l'interface OneNote. De la même façon, dans le menu affichage de OneNote, je vais avoir le lecteur immersif. Donc là, je vais par exemple prendre un bloc-notes qui est dans mon environnement. Allez. On va attendre que ça se charge. Ouais, je vais prendre un bloc-notes de test. Alors pourquoi je montre OneNote? Parce que OneNote, c'est un outil qui est très utilisé aussi dans un contexte scolaire. C'est un très bon cartable numérique, parce qu'on va pouvoir créer des dossiers, on va pouvoir créer des pages dans ces dossiers. Donc pour classer les cours les uns par rapport aux autres, ça peut être assez pertinent. Et donc dans le menu affichage, j'ai ici un lecteur immersif, mais c'est rigoureusement le même que celui que je viens de vous montrer. Et donc vous avez aussi l'imagier qui apparaît ici. Voilà, vous avez aussi l'outil de traduction, la pratique de la lecture, etc. C'est vraiment la même interface. C'est pour ça que je voulais pas remontrer, entre guillemets. Pas de questions sur cette partie-là? Non, vous pouvez continuer. Alors, je vais passer sur les aspects sous-titrage. Alors, pour les aspects sous-titrage, donc je vais fermer les applications précédentes. Je vais aller dans PowerPoint. Donc là encore, je suis dans la version PowerPoint, version online. Donc je vais utiliser mon compte Hotmail, qui est mon compte personnel. Et je vais aller créer une nouvelle présentation. Voilà. Donc là, je suis dans la création d'une présentation et je vais aller créer rapidement une présentation sur mes vacances. Et je vais aller rajouter, je vais aller insérer des nouvelles diapositives blanches. Voilà, je vais aller insérer 2 diapositives. Ah, j'ai pas été au bout, mes vacances. Voilà. Donc j'ai créé des diapositives et je vais simplement insérer sur cette diapositive, je vais insérer quelques images, histoire d'avoir un peu de contenu. Donc j'ai inséré ces images et pour faciliter la création de mon support, je vais aller dans le menu création et je vais cliquer sur suggestion de mise en page.
On va attendre qu'il me fasse quelques suggestions. Donc, il regarde les images qui sont sur mon interface et il va me proposer des façons de présenter les images les unes par rapport aux autres. Alors, bon, ça peut être un petit peu lent de temps en temps. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc là, ça m'a évité de passer du temps à positionner les images les unes par rapport aux autres. Donc, je sélectionne en fait cette suggestion de mise en page et il va normalement l'appliquer. Alors, voilà, ça met un petit peu de temps parce que je suis sur Internet et qu'on est en pleine conversation dans Teams. Donc, la bande passante, je suis en Wi-Fi. Donc, la bande passante qui est disponible sur mon ordinateur n'est pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, il va faire ça correctement. Je vais aller aussi créer dans une zone de texte, par exemple, sur le dernier écran. C'est histoire d'avoir aussi du contenu. Je sais pas, on va faire parler, on va aller chez le médecin. On va prendre le train, le bateau, l'avion. Voilà, donc j'ai une liste de mots. Et donc, suggestion de mise en page. Hop. Si je relance suggestion de mise en page, là, il va me proposer voilà, potentiellement des pictogrammes qui correspondent à mes mots. Voilà. Donc, c'est pas ça la partie importante. La partie importante, c'est de dire je suis sur une présentation et je souhaiterais présenter lors d'une réunion ma présentation, mais j'aimerais avoir des sous-titrages automatiques. Et donc, je vais aller pour ça dans le menu diaporama. Et dans le menu diaporama, j'ai un bouton Utiliser les sous-titres. Donc, quand je clique dessus, il apparaît en grisé. Et dans le menu qui est proposé ici, je vais pouvoir lui dire quelle est la langue parlée. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le français. Et quelle est la langue des sous-titres? C'est également le français. Je vais pouvoir aussi lui dire à quel endroit je souhaite que le sous-titrage apparaisse. Est-ce que je le veux en dessous, au-dessus ou en superposition en bas, en haut de ma diapositive? Donc là, j'ai choisi en dessous de la diapositive. À partir du moment où j'ai fait ça, si je me mets en plein écran, on va attendre que la présentation se lance, voilà. Donc là, on voit une zone qui apparaît. Alors, je vais lui autoriser l'accès. On voit une zone en fait qui apparaît en bas de l'écran et qui correspond en fait à cette zone de sous-titrage. Et donc là, ce que je suis en train de présenter en fait est sous-titré. Donc je peux, avec les flèches de direction ou avec ma souris, déplacer de passer d'une diapositive à l'autre. Et donc le sous-titrage va être un sous-titrage assez rapide, avec un tout petit décalage, mais qui est quand même relativement confortable pour suivre ce que je suis en train de présenter. J'ai utilisé la touche échappe pour sortir du mode présentation. Je peux aussi faire de la traduction. Ça veut dire que je peux, par exemple, parler en anglais. Vous m'excuserez, je ne parle que anglais et français, donc je choisis anglais. Je vais maintenir des sous-titres en français. Et là encore, je vais me mettre en plein écran. So now, for example, I'm going to speak in English, but as you see, you can benefit from some subtitle in French, so you can follow what I am saying, just reading the subtitles that are displayed with my slides. Donc on peut le faire dans tous les sens, hein. On peut le faire en disant je parle en français et je veux des sous-titres qui soient traduits, donc ou parler dans une langue étrangère. Donc ça c'est quand même assez pratique en fait à utiliser. Donc si je choisis le français avec un sous-titrage dans une autre langue, je sais pas, je peux choisir par exemple de l'espagnol. Donc là, je vais parler en français et normalement, j'ai un sous-titrage qui va apparaître en espagnol. Alors, les questions qui sont souvent posées dans ces situations-là, c'est OK, mais c'est quoi la qualité de la traduction? On va dire c'est le standard qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que sur du langage courant, ça marche plutôt très très bien. Si on a des noms propres, il peut écorcher évidemment les noms propres. Il peut aussi potentiellement si j'utilise des acronymes qui ne sont pas connus, potentiellement, ça peut ne pas fonctionner correctement. Donc voilà, faut avoir ça en tête en fait quand on utilise ce type de solution. Alors il y a une petite façon intéressante lorsqu'on utilise ce sous-titrage et qu'on veut limiter les erreurs sur les noms propres ou des acronymes. En fait, on peut indiquer dans les notes de bas de page
Par exemple, si je mets Philippe Trottin avec un seul T, parce que souvent une IA a tendance à me mettre deux T quand on dit Trottin, qui est mon nom de famille, à partir du moment où j'ai mis dans les notes de bas de page les noms propres qui sont utilisés ou les acronymes qui sont utilisés, l'intelligence artificielle qui génère le sous-titrage va tenir compte de l'orthographe des mots dans son sous-titrage. Donc c'est une petite astuce si on veut éviter que le sous-titrage ne se passe pas bien, c'est que dans les notes de bas de page des différentes diapositives, on peut rajouter une orthographe particulière pour que le sous-titrage fonctionne mieux. Donc ça, c'est ce qu'on a dans l'environnement PowerPoint. On va passer sur l'environnement Teams, qui est dans notre environnement actuel. Donc là, vous avez du sous-titrage qui apparaît. Alors, je vais volontairement le fermer. Donc, je vais déjà fermer ça et je vais fermer la fenêtre de sous-titrage. Donc, pour activer cette fenêtre de sous-titrage, dans le menu Autres, dans Langue et Voix, j'ai affiché les sous-titres. D'accord? Donc, il y a un raccourci Alt-Shift-C qui permet d'afficher ces sous-titres. J'ai aussi, du coup, une fois que la fenêtre s'affiche, j'ai aussi une petite molette ici qui va me permettre notamment de choisir les styles de légende. Donc, style de légende, ça va me permettre, par exemple, d'augmenter la taille de la police de caractère utilisée. Ça peut me permettre d'augmenter aussi la taille du panneau pour que j'ai plus de lignes à lire simultanément. Donc, si j'ai une déficience auditive, ça peut être assez pratique. Ça peut aussi faciliter par rapport à des gens qui ont des problèmes de concentration, donc notamment des personnes, certains 10 en fait, peuvent se raccrocher en fait au sous-titrage si leur concentration a été un peu altérée. Je peux évidemment positionner mon sous-titrage en haut ou en bas en fonction de mes préférences. Et puis, je vais pouvoir changer, par exemple, la couleur de la police de caractère, éventuellement la couleur de fond. Alors bon, je n'ai pas trouvé des choses très pertinentes là par rapport à ce que j'ai utilisé, mais on peut faire ces réglages en fonction évidemment de ses préférences. Donc là, je vais prendre un fond, par exemple, noir avec une police blanche. Donc on a tous ces réglages qui sont possibles. Alors petit, c'est pas terrible, je vais plutôt me rester en moyen et je vais redescendre la taille de mon panneau. Vous avez un deuxième bouton qui est important, c'est paramètres de langue. Pour que les sous-titres fonctionnent bien, il faut que la langue paramétrée dans la réunion soit la bonne. Donc là, en l'occurrence, quand on a lancé la réunion, la langue a été correctement définie, ce qui fait que le sous-titrage va bien se passer. Si la langue avait été positionnée, par exemple, sur anglais et que je parle en français, le résultat du sous-titrage aurait été très mauvais. Donc ça, c'est extrêmement important. Il existe une version particulière de Teams qui s'appelle Teams Premium, qui est la version que j'ai installée moi en local sur mon ordinateur. J'ai la possibilité du coup de bénéficier d'un outil de traduction intégré. Donc logiquement, si j'active la traduction ici, je peux par exemple sous-titrer. Alors, pardon, excusez-moi. Je peux par exemple traduire tout ce qui est dit par les interlocuteurs. Donc, imaginons vous parlez en français dans la réunion. Ben, moi, je vais recevoir l'information avec des sous-titres qui sont traduits parce que je l'ai demandé. Mais ça, c'est uniquement disponible pour des gens qui ont une version Teams Premium. Il y a une dernière chose que je voulais dire sur cet environnement de sous-titrage. Quand vous allez dans le menu Autres, vous allez dans les paramètres, notamment les paramètres d'accessibilité. Vous avez la possibilité, au niveau de la zone sous-titres, de pouvoir indiquer toujours afficher les sous-titres dans mes réunions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je rentre en réunion, de façon automatique, la fenêtre de sous-titrage apparaîtra. Donc là, je l'ai volontairement fermé tout à l'heure, mais normalement, avec ce paramètre-là, chaque fois que je rejoins la moindre réunion, automatiquement, la fenêtre de sous-titrage sera affichée. Voilà. Donc ça peut être pratique parce qu'une personne malentendante va avoir peut-être besoin de l'afficher en permanence ou une personne qui a des déficits de concentration va aussi avoir besoin potentiellement de cette fenêtre de sous-titrage. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Sur les touches de raccourci qui existent dans Teams, vous avez dans l'interface de Teams classique, où là où vous avez les trois petits points, vous avez ici ce qui s'appelle raccourci clavier. Et donc, vous avez la liste des raccourcis clavier qui sont disponibles en fait dans cet environnement Teams. Donc, quand vous êtes en réunion, vous avez tous ces raccourcis qui sont à disposition. Vous avez une autre possibilité, je vous l'enverrai
avec la présentation du jour. Si vous allez dans un lien qui s'appelle aka.ms/FRA Teams, vous avez accès en fait à tous les raccourcis, à toute la prise en charge des lecteurs d'écran, notamment dans cet environnement. Si vous faites aka.ms, je vous enverrai ces liens. aka, pardon, aka, décidément, aka.ms/FRA Teams Key, K-E-Y. À ce moment-là, vous avez accès à une page avec tous les raccourcis clavier de Microsoft Teams qui sont disponibles en fait dans cette interface. Donc vous pouvez soit les ouvrir à travers Internet en faisant une recherche sur touche de raccourci Teams, vous trouverez la page, c'est facile à trouver, mais sans ça, vous l'avez dans le bouton en fait qui est sur l'interface de Teams, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure. Si je clique correctement sur la fenêtre, ça marche mieux. Donc les 3 petits points qui sont ici, raccourci clavier. Ou alors vous pouvez faire CTRL point, ça ouvre aussi la même interface, avec tous les raccourcis clavier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que l'on a vu Il y a sur les quelques questions, sous-titres? effectivement, Oui. Monsieur Trottin. Oui. Par rapport aux sous-titres que vous avez présentés, est-ce qu'il y a Oui. une possibilité de les capitaliser et d'avoir une transcription ensuite? Alors, dans Teams, on a la possibilité dans les sous-titres, si je reviens dans l'interface de Teams, j'ai toujours la possibilité ici de les sélectionner, de faire des copier-coller. Donc, si je sépare par exemple la fenêtre, j'augmente la taille de la fenêtre ici, donc on va attendre, voilà, là j'ai tous les sous-titres, j'ai la possibilité ici, depuis le démarrage de la transcription, de pouvoir faire un copier-coller des sous-titres. Donc ça, c'est une possibilité. Normalement, si vous êtes dans l'environnement Teams et que vous avez lancé l'enregistrement, vous avez ici en fait de la transcription qui s'est également lancée. Et cette transcription, elle sera disponible lorsque la réunion sera terminée. Elle sera disponible avec l'enregistrement audio. Ça veut dire que quand vous êtes sur Teams et que vous prenez la réunion d'aujourd'hui, donc ça doit être webinaire accessibilité numérique, donc celle dans laquelle on est à date. Vous allez avoir à la fin de la réunion un fichier texte qui correspond à tout ce qui a été présenté aujourd'hui. Et donc ce fichier texte, vous pouvez l'utiliser par exemple pour générer un compte-rendu. Vous allez dans l'interface copilote de tout à l'heure, vous mettez le fichier de transcription et vous faites est-ce que vous pouvez me créer un compte-rendu? Il vous créera le compte-rendu. Et dans les autres environnements, comme quand on utilise des sous-titres sur PowerPoint, ou qu'on pourrait utiliser, est-ce qu'on pourrait utiliser aussi cette fonctionnalité de sous-titres dans d'autres environnements, comme sur Internet, quand on a un fichier Alors, audio ou des choses particulières ouais. comme ça? Alors c'est un bon point. Alors, dans PowerPoint, on ne peut pas récupérer le résultat si ce n'est en enregistrant l'écran. C'est-à-dire, je peux très bien, moi, faire une capture d'écran, lancer ma présentation avec du sous-titrage, auquel cas, la vidéo qui va être générée à la fin va contenir le sous-titrage que j'ai utilisé pendant la présentation. Donc, si je veux faire un petit didacticiel, par exemple, il suffit que j'active les sous-titres. Je peux le faire comme ça ici. J'ai mes sous-titres en français. Je me mets ici. Là, j'ai les sous-titres qui apparaissent. Donc, on va attendre 2 petites secondes que ça se lance. Voilà, donc là, les sous-titres apparaissent. Donc, si j'enregistre mon écran avec la bonne fenêtre, les sous-titres seront là. Et pour pouvoir le faire, je peux simplement utiliser, par exemple, l'outil de capture d'écran de Windows. Donc, je lance l'outil de capture Windows. Je vais me mettre en mode vidéo. Je vais lui dire, voilà, je veux créer un nouvel enregistrement. Il va me demander quelle zone souhaite être enregistrée. Je vais choisir toute mon interface. Je vais lancer, en mettant le micro, je vais lancer l'enregistrement. Donc là, il va lancer l'enregistrement. On va attendre qu'il démarre. Voilà, c'est le cas. Donc là, si je me mets en plein écran, l'enregistrement a démarré. Les titres vont apparaître. Vous faites trop de choses en même temps, je pense que ça coupe et il y a des interférences au niveau du son. De capture, je vais vous montrer avec les sous-titres de PowerPoint qui sont incrustés dans la vidéo que j'ai enregistrée. C'est toujours un moyen de pouvoir le faire.
Il y a une autre fonctionnalité de sous-titrage qui existe, qui est plus intéressante, c'est celle qui est dans Windows. Euh, donc, je vais fermer ça. En fait, quand vous êtes sur l'interface d'accessibilité dans lequel on est allé tout à l'heure, hein, je rappelle avec la combinaison de touches Windows U, dans la partie audition, sur Windows 11, vous avez une zone qui s'appelle sous-titres et vous avez ici ce qui s'appelle sous-titres en direct. Vous pouvez activer ce sous-titrage en direct. Alors, la combinaison de touches, c'est Windows CTRL-L, hein, c'est ce qui est marqué ici. Donc là, il a créé une fenêtre. Donc cette fenêtre-là va me permettre, si par exemple sur mon ordinateur, je choisis une vidéo, on va aller sur l'ordinateur, on va aller dans mes vidéos. Je vais lancer par exemple une petite vidéo rapide. Donc imaginons que cette vidéo ne soit pas sous-titrée. Bonjour à tous et à toutes, je suis Philippe Trottin, je suis le directeur de l'accessibilité numérique chez Microsoft France et je vais vous présenter aujourd'hui comment paramétrer les sous-titres en français. Donc là, vous voyez, le sous-titrage a suivi la vidéo, mais je vais pouvoir aussi, par exemple, dans cette fenêtre, dans les préférences, donc là, en cliquant sur la petite roue d'entrée et en allant dans les préférences, vous pouvez inclure le micro. Donc, à partir du moment où j'ai inclus le micro, bah, tout ce que je suis en train de dire va aussi être sous-titré. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de faire une présentation à quelqu'un d'une fonctionnalité sur Windows ou de montrer un document ou peu importe, j'ai pas forcément besoin d'avoir un PowerPoint ouvert ou j'ai pas forcément besoin d'ouvrir une session Teams. Je peux simplement bénéficier, en fait, du sous-titrage qui est intégré dans cet environnement. Et je vais pouvoir aussi, dans les préférences, dans la position par exemple, choisir de la voir en dessous de l'écran. Là, j'ai changé l'endroit. Si je pars dans une autre langue, il faudrait que je modifie la langue pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, c'est une solution aussi qui peut être assez efficace si on veut créer du sous-titrage. Par rapport à la question de tout à l'heure, non, ce texte-là, on ne peut pas le récupérer. Il est là uniquement pour de l'affichage, sauf si, comme tout à l'heure, on enregistre une vidéo de l'écran. À ce moment-là, évidemment, ce qui est affiché sera également capturé. Et un dernier point, le raccourci Alt-Shift+C ne semble pas fonctionner alors que j'arrive à mettre des sous-titres depuis le bouton Autre. Le Alt-Shift-C pour ouvrir la fenêtre, hein, c'est ça? Hop. Je suppose. Voilà, moi j'ai fait Alt-Shift-C, ça s'est ouvert. Donc je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a un clavier spécifique ou. Donc c'est pas le J'ai Alt-G, pas hein, de c'est le complément Alt. d'information. Voilà. Ah, pour démarrer la fenêtre des sous-titres, Ouais, effectivement. donc là, moi, je ferme ma fenêtre de sous-titres, je fais Alt-Shift-C sur mon ordinateur et la fenêtre s'ouvre. Donc peut-être qu'il y a une configuration particulière sur votre version, mais en tout cas, chez moi, ça a l'air de fonctionner. C'est le bon Après, raccourci, en tout cas. oui, c'est le bon raccourci. En tout cas, il fonctionne chez moi, en tout cas, donc c'est que ça doit être le bon. Ouais. On Est-ce qu'il y a va continuer, d'autres Monsieur Trottin? questions? Oui, alors je vois qu'il est quasiment l'heure. Alors, je vais montrer rapidement, pardon, dans la partie présentation, je vais montrer rapidement un certain nombre de règles. Alors, excusez-moi, je vais enlever le sous-titrage qui n'est pas utile dans ce contexte avec Teams. Je vais rapidement montrer un certain nombre de règles à suivre lorsque l'on parle de créer des documents accessibles. Alors, c'est quoi un document accessible? C'est un document qui peut être consommé par des utilisateurs qui vont utiliser des outils divers. Ça peut être le lecteur immersif, ça peut être un lecteur d'écran pour une personne non-voyante, ça peut être une loupe pour une personne malvoyante. Enfin, c'est des outils que les personnes en situation de handicap peuvent être amenées à consommer. Et donc, il y a un certain nombre de règles importantes à suivre, notamment pour faciliter la lecture pour des personnes qui ont différents troubles. Donc, c'est pas vraiment lié aux 10 spécifiquement, c'est plutôt des règles de bonne pratique à suivre qui peuvent évidemment faciliter aussi la lecture pour des personnes 10. On va le voir juste après. Donc, si je suis une personne non-voyante, moi, je vais utiliser un outil qui s'appelle un lecteur d'écran qui va lire l'interface de l'ordinateur. Et puis, je vais naviguer uniquement avec mon clavier puisque je ne peux pas voir le pointeur de ma souris. Donc, la souris, pour moi, est impossible.
Pour une personne malvoyante, il va plutôt avoir tendance à utiliser une loupe pour agrandir son écran. Et puis, il va avoir besoin de contraste élevé, mais ça, c'est vrai pour tous les utilisateurs et pas uniquement des utilisateurs malvoyants. Donc, en fait, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre, notamment le fait de structurer ses documents. Quand on crée un document Word, par exemple, utiliser des titres de niveau 1, 2 ou 3. Dans PowerPoint, mettre des titres pour chacune des diapositives. Et puis, ne pas oublier, quand on crée un document avec des images, de créer ce qu'on appelle un texte alternatif. Alors, je vais très rapidement partir d'une version de Word sur mon ordinateur. Je vais commencer en fait par ajouter un peu de texte sur ce document de façon à faire exactement de la même façon que si j'avais un document à rendre accessible. Donc, je vais avoir un peu de texte, ça va me permettre de pouvoir faire des démonstrations. Et puis, je vais rajouter une image sur ce document. Mettons que l'interface s'ouvre. Voilà. Donc, je vais aller choisir mon répertoire images et je vais sélectionner une image. Alors, pour vous montrer un peu le problème de contraste, je vais sélectionner du texte et je vais choisir une couleur grise pour mon texte. Donc, de façon très naturelle, vous vous rendez compte que le texte que j'ai mis en gris est difficile à lire. Ça, qu'on soit déficient visuel, qu'on soit 10 ou qu'on soit finalement n'importe qui, le texte est extrêmement difficile à lire. De la même façon, j'ai ici une image et cette image, globalement, si je suis un utilisateur malvoyant ou non-voyant, peut être difficile pour moi à lire. D'ailleurs, si j'utilise un lecteur d'écran sur mon ordinateur, je vais vous en faire rapidement une démonstration. Miniature document 11 décembre 2025, Word fenêtre, document 11 décembre 2025, édition. Donc là, je suis sur un document et si je vais par exemple avec mon curseur sur l'image. Image 1, image, alignée sur le texte, problème d'accessibilité. Sortie du narrateur. Donc l'image n'est pas décrite, ce qui fait que le document lui-même, pour une personne malvoyante ou non-voyante, peut poser un certain nombre de problèmes. Alors, il y a un outil qui existe, qui est intégré en fait dans les versions d'Office, qui affiche en bas de l'écran un bouton. Ici, accessibilité, consulter nos recommandations. Et on a aussi dans le menu révision un bouton qui s'appelle vérifier l'accessibilité. Que l'on clique sur ce bouton-là ou sur ce bouton-là, dans les deux situations, ça ouvre une fenêtre sur la droite qui indique les différents problèmes qui sont liés au document sur lequel on se trouve. Donc là, il me dit, j'ai un problème de contraste, ce texte-là, il n'est pas suffisamment contrasté, et donc il faut choisir soit l'une de ces couleurs, soit dans les couleurs qui sont proposées, s'assurer qu'on a bien coché la case contraste élevé uniquement, et là, il va nous proposer des couleurs qui sont des couleurs qui vont être suffisamment contrastées pour améliorer la lecture. Donc là, j'ai corrigé un problème d'accessibilité. Alors attention, parce que pour une personne qui est dyslexique ou pour une personne qui est malvoyante, le choix de la police de caractères utilisée et la taille des caractères utilisés va aussi jouer sur la possibilité de lecture. Si je me mets sur une police de taille très petite, là, ça peut poser problème en termes de lisibilité. De la même façon, si j'utilise une police de caractères, je ne sais pas, comme celle-là par exemple, et encore celle-là est un peu lisible, si je prends ça par exemple, c'est illisible. Donc attention, le choix aussi de la police de caractère et la taille de la police de caractère peut fortement conditionner l'accessibilité. Mais ça, on va dire, c'est un peu au jugé de la personne qui va choisir la police utilisée. Donc là, j'ai fixé mon problème de contraste, et puis j'ai ici un autre bouton, texte de remplacement manquant, et on l'a vu, cette image ne contient pas de description, et donc ne peut pas être lue par un lecteur d'écran. Alors, pour pouvoir décrire cette image, je vais simplement copier l'image. Je vais retourner sur mon interface d'intelligence artificielle, donc Copilot. Je vais coller l'image. Et je vais simplement utiliser ici Windows H pour lui dire
est-ce que tu peux me faire une description de cette image? L'objectif de cette description, c'est de décrire à un lecteur d'écran le contenu de l'image. Donc, je lui ai fait cette demande. Donc, lui, il va analyser l'image, il va essayer de comprendre le contenu, il va me proposer une description. On va attendre 2 petites secondes. Voilà une description. Une scène pittoresque d'un petit port méditerranéen au centre d'un canal calme. Donc, je vais prendre le texte qu'il m'a proposé, je vais le copier, je vais retourner dans mon interface de Word, et là où il était marqué texte de remplacement, je vais simplement coller l'image, enfin coller la description et l'enregistrer. Et donc là, maintenant, l'assistant d'accessibilité me dit tout va bien. Alors, pour vous permettre de vous rendre compte de ce que ça va donner pour un utilisateur qui utilise des lecteurs d'écran, je lance à nouveau mon lecteur d'écran. Document 11 décembre 2025, une scène pittoresque d'un petit port méditerranéen. Au centre, un canal calme reflète le ciel bleu et les façades colorées des maisons. Plusieurs bateaux traditionnels en bois, peints en blanc avec des bordures jaunes et bleues, sont amarrés le long des quais. Les maisons bordant le canal sont étroites et hautes, sorties du Alors, je vais narrateur. l'interrompre, mais vous avez bien compris qu'avec la description que j'ai rajoutée à l'image, globalement, j'ai amélioré l'accessibilité. Alors, il nous dit tout semble bien, il ne nous met pas de problème sur la structuration du document, simplement parce que c'est un document qui ne fait qu'une page. Donc, un document qui ne fait qu'une page, en termes de structuration, on n'a pas forcément besoin de créer une structuration complexe. Mais en toute logique, j'aurais dû créer un titre, et puis si j'avais des chapitres dans mon document, il aurait fallu que j'utilise les styles. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de ça. Donc, je vais choisir un titre et je vais lui dire c'est le titre de mon document. Et puis, je vais lui dire ici, ça, c'est un titre de niveau 1. Et ça, c'est également, pardon, un titre de niveau 1. À quoi ça sert? Simplement, dans le menu affichage, j'ai une petite case volet de navigation qui va me permettre, du coup, de naviguer rapidement dans le document. Donc, pour une personne qui va avoir besoin justement de faciliter sa navigation au sein du document, la structuration va lui faciliter la vie. Imaginons que j'ai un document d'une trentaine de chapitres, on me dit au chapitre 15, tu as quelque chose d'intéressant pour toi. Si je n'ai pas chapitré le document, ça va être extrêmement complexe pour moi d'accéder à l'information. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y avait des questions par rapport justement à la taille et aux polices qui étaient conseillées, mais on a quelqu'un Oui, dans le chat qui a indiqué que la police conseillée était Arial, Roboto, Luciole. Peut-être oui. qu'après les tailles va dépendre aussi de l'utilisation, si c'est de la projection ou si c'est du texte. Ça peut peut-être aussi jouer. Alors, tout à fait. Alors, moi, j'utilise souvent la police Aptos, hein. C'est une police qui a remplacé un petit peu le Times New Roman qu'on utilisait par défaut à une époque dans l'environnement, justement parce que c'est une police qui est un peu plus lisible. Alors, évidemment, une taille de police de caractère sur un document donc, qui est destiné à être lu et pas du tout la même chose qu'une taille de police de caractère sur une diapositive. Je veux dire, sur un document, on peut se permettre d'avoir une taille de police 11, 12, 13, 14, enfin voilà, pas trop grande. Sur une présentation, si j'utilise la même taille dans une diapositive PowerPoint, on va très vite s'apercevoir que la taille est insuffisante. Donc, et encore, là, je suis dans une police, il l'a automatiquement passé en 18. Si je la repasse avec la taille 12, je crois que j'avais dans mon document Word, on s'aperçoit que c'est bien entendu beaucoup trop petit. Et même en projection, ça fait beaucoup trop petit. Donc, sur une présentation PowerPoint, on va dire à partir d'une taille 16 ou 18, c'est raisonnable. En dessous, c'est pas raisonnable. Là où sur un document, à partir de 11, on va dire qu'on est à peu près sur une taille suffisante. Alors après, on peut préciser que s'il y a une structuration dans les documents Word, il y a une possibilité aussi de changement beaucoup plus rapide, justement, de la taille de la police adaptée pour les personnes, puisqu'on peut Tout à fait. utiliser On peut utiliser les styles. selon. C'est ça. Ouais. Mm. Oui, alors si je donne un petit exemple, je vais simplement copier-coller le texte, hein. Donc tout est en style normal. Si par exemple ce texte-là, je le mets par exemple en plus petit et que dans le style normal, avec le bouton droit, je lui dis mettre à jour le style normal qui correspond à la sélection,
automatiquement, il va mettre tout le reste dans le même modèle. Donc, si le chapitre 1, par exemple, je considère qu'il faut du texte en souligné, et puis je réduis un peu la taille et je vais choisir une couleur orange, bah, je vais dire titre de niveau 1, je veux mettre à jour titre du niveau 1 pour correspondre au choix que j'ai fait. Automatiquement, le titre de niveau 1 qui s'appelle chapitre 2 est mis à jour avec le style que j'ai défini au départ, hein. Donc c'est très facile et effectivement, ça permet d'homogénéiser, entre guillemets, le style du texte dans le document. Merci, on va s'arrêter là pour Ouais, cette session. Pour tous ces exemples pratiques qui ont fait l'unanimité, hein, pour la plupart, en tout cas, des retours que je peux voir pour l'instant. Alors, cette séance a été entièrement pratique, mais c'est pas la dernière, puisqu'elle va faire partie d'une suite. En fait, on a une suite qui est prévue l'année prochaine pour continuer à aborder ces questions de l'utilisation des outils accessibles. Donc, n'hésitez pas, vous aurez l'ensemble des documents. Donc, comme je l'ai dit en tout début, pour ceux qui n'étaient pas présents, on va utiliser cette présentation pour créer des petits tutos et on enverra avec les tutos, comme vous l'avez demandé, des fiches mémo sur tous les liens raccourcis que vous nous avez présentés au cours de la démonstration, de manière à faciliter, on va dire, cette restitution qui a été très, très riche. Donc, merci à alors vous, Monsieur désolé Trotta. pour les quelques erreurs, mais on montrait bien que c'était du live et donc j'ai eu quelques petits soucis à des moments. Mais voilà, c'est la vie des démonstrations. Et en tout cas, ravi. Et puis, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours me joindre si besoin sur mon LinkedIn, si vous avez des questions complémentaires. Voilà. Merci à tous et à Merci, toutes. Monsieur Trottin, d'avoir participé à cet événement. Et puis, je me rapproche de vous pour pouvoir capitaliser tous les documents que je vais pouvoir transmettre aux participants. Bonne fin de journée à toutes les personnes qui ont débordé un petit peu. Merci de votre patience et de votre écoute. Merci, au revoir.